Mes chers amis, bonjour, bonsoir. Comme je le dis toujours, je vais être très sincère, très honnête avec vous et très intègre. Euh, Mon objectif, c'est de vous dire les choses telles qu'elles sont. Bon, déjà, je tiens à m'excuser pour le bruit. Vous savez, en appartement, on ne contrôle pas tout. Le voisin d'en haut, là, ça coupe. Puis je crois qu'il y a aussi des travaux que le bailleur est en train de faire. Donc, on fait comme on peut. C'est comme ça, voilà. Hmm. J'ai reçu une vidéo sur la RDC d'une connaissance et j'ai tenu à réagir là-dessus aujourd'hui. Et je vous inviterai à écouter jusqu'au bout. Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Raoul, Raoul, c'est un grand humaniste. Et je le dis sans sarcasme, hein. J'ai peut-être le sourire, mais c'est parce que c'est un sourire approbateur. Hein, c'est gentil. Tu es un homme de cœur. Et je t'invite vraiment à continuer à dénoncer, car tu aimes vraiment le Congo. Plus que certains Congolais même, je te le dis tout de suite. Mais à mes amis congolais maintenant, ainsi qu'à mon ami Raoul, je vais vous faire part de ce que je juge être la réalité de la situation au Congo, de mon analyse. Et je vais vous choquer. La vie d'un Congolais ne vaut pas celle d'un Ukrainien. Pour les Ukrainiens et les Européens. Et ça, c'est tout à fait normal. La vie d'un Ukrainien ne vaut pas celle d'un Français pour la France et pour les autres, l'Union européenne. Mais vous-même qui décriez cette inégalité-là, est-ce que la vie de votre propre cousin équivaut à celle d'un Mauritanien, d'un Malgache ou d'un Camerounais? Non. Si vous êtes honnête, non. Et plus important dans cette histoire, est-ce que la vie des Congolais vivant au Kivu a de la valeur pour ceux vivant à Kinshasa, Lubumbashi ou Kananga? Et devinez quoi? Il semblerait qu'elle n'ait supposément pas de valeur pour les Rwandais et les Ougandais. Alors comment peut-on être pris au sérieux lorsque pour nous-mêmes Africains, noirs, la vie de nos propres frères et sœurs ont moins de valeur que celle des Ukrainiens? Comment vous voulez qu'on ne nous traite pas comme des enfants? Quand on réfléchit comme ça, ou du moins quand on agit comme ça. Parce que ce sont les actions qui sont importantes. D'ailleurs même, n'est-ce pas, beaucoup d'influenceurs de la RDC crient partout qu'ils ne veulent plus que la Belgique, l'Occident s'occupe de leurs affaires. Pourquoi encore vouloir qu'elle intervienne dans votre affaire aujourd'hui? Les Africains veulent s'émanciper, n'est-ce pas? Mais devinez quoi? L'émancipation veut dire grandir, être autonome, être capable de régler ses problèmes par soi-même. Ou même avec l'aide d'amis, mais surtout pas avec l'aide d'ennemis. Vous comprenez que cela donc ne fait pas de sens d'espérer l'aide de celui que beaucoup d'influenceurs congolais et élites congolaises définissent, intellectuels aussi, définissent comme l'ennemi du Congo. Vous voulez maintenant qu'ils viennent vous aider? Vous comprenez donc? Nous ne pouvons pas vouloir quelque chose et son contraire. Parce que lorsqu'on arrive dans une situation où on veut quelque chose et son contraire, ça montre on s'est posé les mauvaises questions. Et c'est dans ce type de situation complexe et embarrassante que le mouvement africain, dirigé par l'émotion et la haine issue du passé colonial, nous ont menés. Dans des situations où nous sommes coincés, donnés face à nos contradictions.
Les gens dirigés par un besoin de revanche, qui n'ont aucune vision globale, aucune vision de long terme, par leur discours, ont pollué l'esprit des gens, des jeunes, avec des discours victimaires qui, en réalité, ont préparé la RDC au bourbier dans lequel elle se trouve depuis ces dernières décennies. C'est vraiment ces discours-là qui ont affaibli le nationalisme mentalement et l'intégrité des peuples, la fierté du drapeau. Tous ces discours victimaires à trouver le principal responsable ailleurs que la personne qu'on voit dans le miroir. Écoutez, je ne suis pas dans le rapport de l'ONU. J'en ai pas lu d'ailleurs. Et j'ai pas le dossier rwandais ou ougandais. Mais assumez même que ces attaques en sol congolais par le Rwanda et l'Ouganda soient vraies. Assumons-le même. Et d'ailleurs même si elle ne l'est pas, même si c'est pas vrai, hein, le fait que ces deux pays n'aident pas la RDC pour régler ce conflit qui dure depuis 15 ans à leurs frontières est incompréhensible et porte à questionner sur les motivations de leur inaction. Car personne muni d'une arme ne resterait tranquille si des bandits moins armés foutent le bordel devant leur porte. Personne. Il va d'abord sortir, tirer quelques coups en l'air et leur demander de ficher le camp. Et d'ailleurs, les présidents rwandais et ougandais sont des porteurs de messages panafricanistes, ce qui crée encore plus de suspicions sur leur implication dans le conflit en RDC. Et je ne parle même pas du fait qu'ils exportent des minéraux qu'ils ne possèdent pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont pas rassurantes là-dedans. Mais bref, que ces deux pays puissent potentiellement supporter le désordre en RDC ou encore la non-intervention de l'Occident, c'est pas vraiment le problème pour moi. Le vrai problème, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que fait le peuple congolais, son élite et ses leaders pour qu'un tel conflit, pour qu'il y ait de telles conséquences sur leurs compatriotes congolais du Kivu, en assumant même l'implication du Rwanda et l'Ouganda dans la déstabilisation de cette région de la RDC. Mais expliquez-moi même comment un pays de 102 millions d'habitants, 66 milliards de PIB, se fait soi-disant malmener par deux pays qui ont respectivement 48 et 14 millions d'habitants, avec des PIB de 49 et 14 milliards, en 2023 du moins. Mais expliquez-moi. Et si même c'est une histoire de bagarre, la force, hein, si c'est une histoire de bagarre, hein, je prends même des chiffres conservateurs. L'armée ougandaise compte 45 000 soldats actifs. L'armée congolaise, c'est 35 000. Si j'assume même que dans le Kivu, là, il y a 100 000 personnes rebelles qui foutent la merde, et que je donne, pour faire un chiffre rond, au Rwanda et à l'Ouganda, 100 000 personnes, 100 000 hommes, ça fait 300 000. Juste l'armée congolaise, officiellement, présentement, c'est 103 000 hommes actifs. Et le Congo, compte tenu de la taille de sa population, a la capacité de lever 500 000 hommes et de noyer cette région. Comment est-ce que on arrive dans un conflit qui dure plusieurs dizaines d'années si ce n'est pas une complicité interne et, évidemment, le peuple qui tourne la tête? Encore une fois, l'Africain regarde le doigt au lieu de regarder la lune et le ciel qu'on lui montre avec du doigt. C'est ça, en fait, notre problème. On se pose tout le temps les mauvaises questions et on aborde les problèmes du monde, de nos sociétés, sur un angle émotif, un prisme émotif, et on ne se pose pas les bonnes questions. Comme je dis toujours, si vous abordez le problème de la mauvaise façon, vous obtiendrez les mauvaises réponses. Et pour moi, la réponse de ce conflit se trouve dans le cœur des Congolais, de leur élite et de leurs leaders. Avez-vous réellement la détermination et la volonté de défendre votre patrie, de libérer vos compatriotes du Kivu? Est-ce que la vie de tous les Congolais de la RDC a la même valeur pour chaque Congolais? Est-ce que ce drapeau que vous soulevez fièrement dans des compétitions sportives ou dans des fêtes a réellement de la valeur pour vous? Ce drapeau signifie le territoire. Si vous défendez ce drapeau, vous défendez le territoire. Car si la RDC en entier veut vraiment régler ce conflit, elle le fera. Que le Rwanda ou l'Ouganda soit impliqué ou pas,
On ajoute même les mercenaires d'Europe de l'Est. Si le pays, la RDC, veut régler ce conflit, et si la RDC était un pays sérieux, nationaliste, patriote, elle réglerait ce conflit en moins de 18 mois. 18 mois maximum, ce serait réglé. Je vous dis, ce serait tellement réglé au point où Kigali et Kampala pourraient même se retrouver un matin à parler Lingala ou Kikongo. Je vous le dis. Donc, il faut se poser des vraies questions. Mais je ferai un parallèle avec le Cameroun en ce qui a trait à la responsabilité citoyenne. Mes chers frères et sœurs, nous sommes dans une année électorale cruciale pour notre avenir, pour l'équilibre du pays. En tenant compte de ces 42 dernières années de misère collective, je vous demande, est-ce que votre vie a de la valeur pour vous? Est-ce que votre avenir a de la valeur pour vous? Est-ce que vous jugez qu'en tant qu'être humain, vous méritez mieux que ce que vous avez? Les petits boulots, les petits bouts de pain, le chômage, l'incapacité de se faire soigner, hein, le harcèlement, hein, la torture pour certains. Est-ce que vous méritez mieux en tant que Camerounais? Est-ce que la vie de vos frères, sœurs, fils, filles, pères et mères, qui vivent une misère encore plus grande que la vôtre, dans les villages, dans vos propres villages ou les régions reculées du pays, a de la valeur pour vous? Ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité. Certains n'ont pas de souliers. Certains portent les mêmes habits pendant une semaine, 2 semaines. D'autres doivent manger des arachides pendant un mois, une semaine, 2 semaines. Est-ce que la vie d'autres Camerounais de vos propres villages qui souffrent, quand vous allez là-bas, là, vous devez chier dans un trou, est-ce que leur vie, quand vous les voyez vivre, ça a de la valeur pour vous? Est-ce que c'est normal de s'attrister pour les enfants qui souffrent en Ukraine, en Palestine, hein, et de ne pas s'enrager, de voir des enfants souffrir au Cameroun sans réel espoir d'avenir? Est-ce que c'est normal? Est-ce que la vie d'un Camerounais a de la valeur pour tous les Camerounais? En cette année électorale, à mes parents et mes aînés, je vais vous dire la vérité, vous nous avez mis dans le bourbier, dans le bordel dans lequel nous sommes aujourd'hui, par votre action ou votre inaction. Peu importe. C'était vous qui étiez censé nous préparer une société meilleure pour nous, collectivement. Peut-être individuellement, vous avez fait votre travail. Certainement. Mais collectivement, le bourbier, c'est votre héritage. Vous êtes encore vivant. Vous avez l'opportunité de briser les chaînes du passé par votre action collective pour redonner à vos enfants cette chance d'avenir que votre inaction passée leur avait retirée, au point où ils misèrent aujourd'hui et sont incapables pleinement de vous soutenir dans votre fin de vie. Vous avez hérité d'une société qui était meilleure que celle de vos pères qui ont vécu la colonisation. Mais vous avez donné à vos enfants une société qui est moins bonne que la vôtre, pire que la vôtre. Et si vous ne faites rien, votre fin de vie sera encore plus misérable et pleine de solitude que celle de vos parents. Est-ce que vous ne méritez pas mieux? Est-ce que vous ne méritez pas que votre enfant puisse trouver du travail, vivre dignement? Est-ce que vous ne méritez pas que votre enfant puisse prendre soin de vous comme vous avez pris soin de vos parents? À ma génération, je vous invite à briser les chaînes de l'inaction de nos parents et de nos aînés. Ne répétons pas leurs erreurs en ne faisant rien pour l'avenir collectif de ceux qui vont nous suivre. Et même si nous ne votons pas pour nous, votons pour ceux qui nous suivent. Votons pour nos enfants. Parce que si aujourd'hui nous sommes dans une situation où nos parents doivent encore nous dépanner et prendre soin de nous, où chaque fois qu'on se couche, on a la honte de ne pas être capable de donner 10 000 francs toutes les semaines à notre mère, est-ce que c'est ce qu'on souhaite vivre avec nos enfants? Parce que pour nos enfants, ce sera pire si nous ne faisons rien. Aucun parent ne souhaiterait en réalité que son enfant ait un avenir pire que le sien. Alors, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales et allons massivement voter. Parce qu'à la fin de la journée, notre avenir dépend purement de nos actions. Nous en sommes capables. Ne nous laissons pas aveugler par cette minorité qui supporte le régime. Il y aura toujours un challenge. Mais prenons notre responsabilité citoyenne. Parce que notre vie et la vie de chaque Camerounais est supérieure ou voire même équivalente à celle des Ukrainiens. Allons voter.